Alors, bonjour à toutes et à tous. 11h59, on va attendre encore une minute que tout le monde puisse prendre le temps d'entrer dans cette salle virtuelle. Merci d'être là. Alors, on avait beaucoup d'inscriptions pour le discuter et comprendre d'aujourd'hui et je vais me permettre en ce 28 octobre 2025 de commencer. Alors, les gens vont se joindre à nous, là, on a bien confiance qu'ils vont faire de leur mieux pour se joindre. Euh, Bienvenue à notre 19e Discuter et comprendre. Ça me fait plaisir d'être là avec vous. Ça nous fait plaisir à toutes et à tous là, d'être là avec vous. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler du développement de la posture inclusive. Et avec nous, vous le voyez, trois panélistes, donc Bibiana Pulido, Jean-Charles Saint-Louis et Pascal Caïdard. Très heureuse de les avoir avec nous pour cette discussion ou se discuter et comprendre. On va vous inviter à vous assurer que vous êtes en mode sourdine. Comme ça va nous aider dans l'animation du discuter et comprendre. Donc, comme je le disais, bienvenue à vous et merci d'être avec nous. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, avant de commencer, comme je sais qu'on a des gens qui sont avec nous pour la première fois, c'est de rappeler un peu le contexte des discuter et comprendre pour que tout le monde soit dans le bain et que on puisse partir l'échange ensemble en gardant en tête les objectifs des discuter et comprendre. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes à notre 19e discuter et comprendre qui a commencé en 2023. Mon nom est Christine Morin, je suis directrice adjointe aux ressources humaines au CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Je suis accompagnée là, par deux membres de l'équipe, Christina Chapelle et Ivy Gumbach, qui sont avec moi aujourd'hui, qui vont faciliter la co-animation de l'activité et nos trois panélistes à qui je vais donner la parole très bientôt. Donc, les objectifs de l'événement de discuter et comprendre, là, ça vaut la peine que je prenne 30 secondes pour vous les rappeler ou pour vous en informer, ceux et celles qui sont avec nous pour la première fois. Ce qu'on souhaite faire, c'est d'apprendre à échanger ensemble sur des sujets qui touchent, oui, la diversité, l'équité, l'inclusion et l'appartenance. Et plus spécifiquement, ce qu'on souhaite, c'est créer des espaces de co-apprentissage réflexif qui permettent le développement d'une posture inclusive. Donc, ce qu'on aime bien répéter dans les discuter et comprendre là, pour gérer les attentes en début de parcours, c'est on s'inscrit davantage on vous invite plus à la réflexivité, on s'inscrit davantage dans un processus réflexif que prescriptif. Donc, on souhaite que vous soyez avec nous pour approfondir ces sujets-là avec une perspective justement d'introspection puis de réflexion, plutôt que de penser qu'on a une recette toute prête pour toutes les situations. C'était un petit peu préambule que je souhaitais vous donner. On essaie de terminer les discuter comprendre aux alentours de 12h55, ce qui est très difficile habituellement. Donc, je vous le dis tout de suite, ça va passer vite. Évidemment, c'est un discuter et comprendre. Vous êtes bienvenus à participer à la conversation. Donc, on vous invite à vous joindre aux échanges en levant la main, en écrivant dans le clavardage. Je vous présente rapidement le déroulement. On débute avec nos panélistes l'échange sur le sujet d'aujourd'hui qui est le développement d'une posture inclusive. On vous invite donc au cours de la conversation de vous joindre avec nous. Et à la suite de cette rencontre-ci, vous allez recevoir un courriel dans lequel vous trouverez des informations complémentaires au sujet d'aujourd'hui et des informations sur le prochain discuter et comprendre. On va vous mettre en clavardage quelques considérations pour un dialogue enrichissant et inclusif. C'est un peu des lignes directrices là, pour favoriser les échanges dans nos activités à la DEIA. Donc, la session sera enregistrée pour un accès ultérieur là, aux membres de notre communauté. Je pense que j'ai fait le tour là, des petites présentations d'usage de l'activité Discuter et comprendre. Je me tourne vers les panélistes qui sont avec nous aujourd'hui. Très, très heureuse d'avoir ce panel. Alors, j'aimerais qu'on commence par vous présenter en faisant un petit tour de table.
Si je pouvais donc vous inviter, là, mes trois panélistes, à ouvrir vos micros. Pascal, je commencerai avec toi. Bonjour Pascal Caïdor. Oui, Merci bonjour d'être là. Christine, bonjour à tout le monde. Donc, vraiment contente d'être là pour ce panel, cette table ronde. Donc, moi, je suis Pascal Caïdor, professeur en communication organisationnelle à l'Université de Montréal. Donc, je fais des recherches aussi dans le domaine de l'EDI. Donc, mes recherches se trouvent un peu au croisement de la communication et de l'EDI. Donc, j'essaie de comprendre comment utiliser la communication comme levier pour mettre en place finalement des initiatives, des programmes surtout en milieu de travail. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment les milieux de travail, de voir comment on peut travailler ensemble à bâtir des organisations plus inclusives. Et aussi, je suis nouvellement responsable du microprogramme en études des mondes noirs africains et caribéens, qui est un programme aussi qui porte sur l'inclusion, la diversité. Donc, voilà, on pourra peut-être en parler lors de la table ronde. Alors, voilà pour moi. Merci beaucoup, Pascal. Bienvenue. Je me tourne vers Bibiana. Bonjour, Bibiana. Bonjour tout le monde, contente d'être parmi vous encore cette année parce que ça va faire quoi, 3 années de suite que je suis invitée à venir discuter avec la communauté, puis c'est toujours un plaisir. Merci. Donc, moi, je suis directrice, donc je suis fondatrice et directrice générale d'un OBNL qui s'appelle le Réseau québécois pour l'équité, la diversité et l'inclusion. Donc, initialement fondé dans le milieu universitaire, mais qui s'est élargi à travers les années, donc je dirais plus officiellement depuis 2 ans. Donc, tout le monde est bienvenu de différents milieux, autant du milieu public, la santé. On a des collègues qui y participent. C'est pas exclusif uniquement à la profession EDI. Tout le monde, vous pouvez aller voir, même si notre site n'est pas à jour. C'est un peu complexe quand on est un petit organisme, mais il y a des outils, on co-construit beaucoup d'outils qui servent à la communauté. Aussi, une de nos forces, c'est les espaces de partage pour créer des synergies. Donc là, on entame un troisième forum des organisations, Mémoire collective à la croisée des générations, qui aura lieu à HEC Montréal, si jamais vous êtes intéressé, le 12-13 février. Et voilà, puis on a un pré-forum à l'INRS. Donc, si vous voulez rencontrer des personnes, apprendre selon différentes disciplines et perspectives, ben, c'est peut-être une belle occasion de participer, ou sinon, suivez-nous, surtout sur LinkedIn ou à l'infolettre. Donc, merci. Merci, Bibiana, d'être avec nous. Notre troisième panéliste est dans le moindre, Jean-Charles Saint-Louis. Bonjour, Jean-Charles. Bonjour tout le monde. Puis merci Christina, Ivy pour l'invitation. Je me considère vraiment choyé de pouvoir participer à cette discussion ce midi. Jean-Charles Saint-Louis, je suis chargé de projet à l'Institut universitaire Sherpa. Je fais principalement la coordination des activités de formation et soutien aux apprentissages. Je travaille aussi avec des collègues sur une trousse qui s'appelle la trousse Info Bien-être, qui vise à soutenir le bien-être des personnes migrantes et réfugiées avant le départ et à l'arrivée, qui sera lancé en février. C'est un projet qui est coporté par l'Institut universitaire Sherpa, puis par le CERDA aussi. Sinon, j'ai contribué, comme il y a quelques années, j'ai eu la chance de travailler avec 2 collègues sur une consultation sur les initiatives en équité, diversité et inclusion dans les organismes communautaires du Grand Montréal. C'est un mandat qui nous avait été confié par Centrale. J'ai travaillé sur ce mandat-là avec mes collègues Anaïs Selam Raoui puis Rizlan Benzerouk. Fait que c'est peut-être une ressource qui peut vous intéresser. Puis voilà, sinon ça ressemble à ça. Je voudrais m'excuser d'emblée parce que je vais devoir quitter peut-être avant la fin de l'activité. Je suis attendu pour une autre activité de l'autre côté de la rivière des Prairies, donc ça va me prendre un petit peu de temps pour la traverser. Puis, donc je vais peut-être devoir quitter avant la fin aujourd'hui. Merci, Jean-Charles, d'être avec nous. On est bien, bien heureuse de t'avoir malgré ton agenda chargé. Alors, je vais prendre une petite
un petit segment, là, un petit 30 secondes pour vous expliquer comment nous est venu le sujet de ce 19e Discuter et comprendre. Les panélistes, évidemment, sont déjà au courant. Quand on réfléchit au sujet des Discuter et comprendre, oui, parfois, on y va avec des éléments qui font l'objet de l'actualité, mais plus souvent, on y va avec des éléments qui sont des réflexions actives et des besoins qui sont sentis dans les communautés du CIUS. Et donc, cette fois-ci, on avait envie de parler de la posture inclusive parce que ce qu'on observe dans nos interactions avec les différentes équipes de notre organisation, c'est que les gens ont une intention d'être inclusives et inclusifs. Et parfois, comme on a des obligations concurrentes, on a une charge de travail qui nous amène à devoir prioriser, nous interpelle souvent pour mettre en action cette intention d'être inclusif et inclusive en nous sollicitant pour des trucs et astuces. Ce qu'on souhaiterait avoir, c'est des one-pagers ou des listes à cocher. Puis, une chose qui nous préoccupe vraiment dans l'équipe des EIA, c'est de dire, OK, nous, on est là pour accompagner l'organisation à cheminer pour plus d'équité et d'inclusion pour la diversité humaine. Et ce qu'on souhaite, c'est vraiment outiller de manière réflexive, là, comme je le disais en début d'activité, les membres de notre communauté. Que ce soit parce qu'on est gestionnaire, que ce soit parce qu'on est membre d'équipe, ou que ce soit parce qu'on est en relation de manière administrative ou clinique là, avec nos usagères et usagers, on peut avoir un souci d'être inclusif et inclusive, puis on ne sait pas par où commencer. Puis, dans le fond, un peu, notre souhait aujourd'hui, c'est de discuter parce que pour nous, l'inclusion, c'est peut-être pas un protocole, mais c'est plus une posture ou une disposition intérieure. Puis c'est un petit peu là-dessus qu'on avait envie de se tourner aujourd'hui en se disant, il n'y a pas de recette magique qui s'applique à toutes et à tous là, quand on parle d'inclusion ou d'équité pour la diversité humaine. C'est vraiment une question de posture, de réflexivité. Puis oui, on a des apprentissages qu'on peut faire sur les différents concepts, par exemple, les différentes approches théoriques qui entourent ces questions-là. Mais d'abord et avant tout, on croit fermement qu'une posture vient nous prédisposer à entrer de manière inclusive là, en relation parce que c'est dans la relation qu'on exprime notre souhait d'être inclusive ou inclusif. Donc, c'est un petit peu là-dessus qu'on est parti en se disant, bien, dans le fond, c'est quoi une posture? Si on parle d'une disposition intérieure, notre souhait, nous, dans l'équipe, c'est de soutenir le développement de cette disposition intérieure-là, puis pas juste être dans le savoir, puis dans l'acquisition de connaissances. Bien, pourquoi? On s'est dit, faisons un panel, faisons un discuter et comprendre sur la question de cette posture inclusive, quels en seraient les potentiels ingrédients, qu'est-ce qui fait en sorte que ça fleurisse ou pas dans une organisation donnée. C'est des questions qu'on se posait là, en préparation, on discutait et comprendre. Donc, si vous le voulez bien, on commence les échanges avec les panélistes. Je vous invite les trois panélistes à ouvrir vos micros, peut-être pas tout le monde malheureusement dans la salle. Si vous voulez parler, je vous rappelle de lever la main, écrire dans le clavardage. Je commencerai peut-être par une première question qui va nous permettre de mettre la table, là, Jean-Charles. Une posture inclusive, pour toi, ça représente ou ça pourrait représenter quoi exactement? Bien, merci, Christine. C'est une bonne question. Hein. J'ai réfléchi, puis en fait, je me suis dit, je ne suis pas certain de savoir qu'est-ce que ça pourrait représenter finalement ou être capable. J'ai cherché le protocole, je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas exprimé comme ça dans la préparation, je ne vais pas vous inquiéter avec ça. Mais je partageais peut-être 2-3 petites pistes de réflexion pour la discussion, par contre, parce que c'est peut-être là-dedans qu'on va pouvoir explorer à quoi ça peut ressembler. Un premier point, je pense, c'est de nommer ce qui serait peut-être une posture inclusive, c'est jamais quelque chose d'acquis ou d'accompli ou qui peut être achevé, si on veut. Je ne sais pas exactement comment le dire, mais comme souvent, on va parler d'un processus ouvert, continu, incertain, etc. À la fois sur le plan personnel et sur le plan collectif ou sur le plan des organisations. C'est important parce que c'est quelque chose qui se joue dans la pratique, en fait, puis qui doit toujours être mis à la preuve, je pense, concrètement dans les actions, dans les manières d'être, de faire, etc. Puis dont la mesure, si on veut, ce serait finalement le sentiment d'inclusion, d'appartenance des personnes, finalement, qui fréquentent notre organisation. Donc, c'est vraiment quelque chose de concret, quelque chose qui se joue toujours. C'est pas un état de fait. On peut pas dire, OK, voilà, je suis dans ma posture inclusive et les choses se passent. Si on s'est réglé et tout, si on l'aborde comme ça, on risque d'échapper, je pense, beaucoup de choses avec ce genre de certitude-là. Donc, c'est quelque chose qui joue toujours en pratique, je pense. Puis, ce qui vient avec des réponses aussi,
du feedback ambigu, si on veut, qui demande la vigilance, une attention continue aussi. Un deuxième point, je pense, qui est important, c'est la question de la modestie, de l'humilité. Je pense que c'est un ingrédient essentiel à tout ça. Modestie par rapport à nos propres repères, à la valeur de nos propres manières de faire aussi, de ce qu'on comprend aussi des expériences des autres, des repères, des manières de faire des autres. On va peut-être pouvoir y revenir un peu plus tard, mais c'est important, entre autres, parce que une posture qui se voudrait inclusive, qui voudrait favoriser l'inclusion, je pense que c'est une posture d'abord d'apprentissage, puis d'apprentissage continu. Puis l'humilité, évidemment, c'est central dans cette posture-là pour accepter de comprendre qu'on ne comprend pas tout ou qu'on comprend mal certaines situations, pour nourrir aussi notre capacité de remise en question, de réviser nos manières de faire. Donc, modestie, humilité, être prêt non seulement à écouter probablement, mais aussi à être potentiellement transformé dans l'échange. Puis ça, c'est pas facile. Je pense que ça demande une humilité reconduite et travaillée sur nous-mêmes, etc. À la fois sur le plan personnel puis sur le plan organisationnel encore. Puis peut-être un dernier petit point avant de continuer. C'est aussi, je pense, une posture qui devrait être à l'affût, peut-être consciente autant que possible de la position sociale qu'on occupe, à la fois notre trajectoire personnelle puis notre positionnement, si on est dans une organisation, dans un groupe, peu importe. Puis ça peut être une position qui est complexe, qui est ambiguë, puis des rapports de pouvoir aussi dans lesquels on s'inscrit de par cette position-là, puis malgré nos bonnes intentions, etc. Puis je pense que c'est important, puis je le nomme parce que c'est un volet de la réflexion qui est parfois évacué ou évité parce qu'on se dit que bon, c'est sensible, on ne veut pas trop toucher à ça. Mais ça fait certainement partie de la démarche d'humilité puis d'apprentissage dont je parlais tout à l'heure, que de reconnaître ça, de nommer, d'explorer les positions, comment qu'elles conditionnent nos manières de faire, les limites aussi de nos manières de faire, de voir les choses, de penser. Donc ça, ce serait un troisième élément, je pense, qui devrait peut-être faire partie de la réflexion sur une posture inclusive. Ouf, je suis contente qu'on ait enregistré ça, Jean-Charles, parce qu'il y avait beaucoup de choses dans ce que tu as nommé, puis j'aurais pu rebondir sur plusieurs éléments. Je vais laisser le tour de table se poursuivre. C'était vraiment riche comme entrée en matière. Je retiens beaucoup de choses, dont transformation, humilité, se laisser influencer. Merci pour cette première prise de parole. Est-ce que, Bibiana, Pascal, vous avez le goût de rebondir sur cette question de qu'est-ce que ça serait pour vous, qu'est-ce que c'est une posture inclusive? Je pourrais peut-être y aller, mais je trouve ça intéressant parce qu'il y a des éléments que Jean-Charles a mentionnés qui me tenaient à cœur aussi. Donc, je me suis dit, c'est une belle opportunité de compléter en fait ce qui vient d'être dit. Ce que je trouve intéressant, c'est la question des dynamiques de pouvoir. En fait, moi, qui m'interpelle beaucoup, tant au niveau de mes recherches qu'en pratique aussi, de voir comment on peut porter attention justement à ces dynamiques de pouvoir qui vont influencer beaucoup la manière dont on va interagir les uns avec les autres. Puis là, tu parlais de posture inclusive, de pratiques inclusives qui vont s'incarner dans des actions très concrètes, mais vraiment au quotidien. Je pense que parfois, on part sur les grands concepts très abstraits, puis on dit, voilà, la posture inclusive, voilà à quoi ça veut ressembler, puis on part avec notre coffre à outils en milieu de travail. Ah, je fais un petit rappel. Puis, oui, on se rend compte que c'est ça, dans les espaces de travail très concrets. Puis l'exemple que j'avais, c'est peut-être les réunions de travail parce qu'on est amené vraiment à être toujours en réunion. Puis j'imagine dans le domaine de la santé, ça doit être un peu comme dans le domaine académique où on a un peu toujours soit une réunion Teams, une réunion en présentiel, etc. Puis on observe souvent dans ces espaces-là des dynamiques de pouvoir qui font en sorte qu'on a la difficulté à inclure toutes les voix, soit dans la prise de décision, soit dans la prise parfois d'information aussi, de consultation des équipes. Ça, je pense que c'est un espace auquel il faut faire attention, surtout quand on est en position de pouvoir et de voir comment on peut faire pour faire en sorte d'inclure toutes les voix qui sont autour de la table. Puis parfois, quand on est la personne en position de pouvoir, c'est de voir comment on peut s'effacer aussi pour permettre à tous les membres de l'équipe de pouvoir s'exprimer. Moi, comme personne très introvertie, je sais que j'ai beaucoup souffert de ça dans les réunions de travail, dans les espaces qui étaient très axés sur la prise de parole, où il fallait s'affirmer, etc.
Et je me suis rendu compte au fil du temps, bon, que j'ai pris confiance quand même en moi, puis que j'étais capable justement de prendre ma place, qu'il y avait aussi un travail à faire, parfois, des gestionnaires, des gens en pouvoir pour laisser la place finalement aux gens de pouvoir s'exprimer. Et c'est encore plus vrai pour les gens qui viennent justement des groupes sous-représentés, où parfois certaines dynamiques font en sorte que, là, on n'ose pas trop. Parfois, on ne veut pas déplaire, parfois, on n'est pas sûr que notre opinion va être bien reçue, etc. Donc, je pense que porter attention à ces espaces-là, qui sont parfois un peu banalisés, où il se passe toutes sortes de micro-agressions aussi, de comportements qui sont plus ou moins acceptables, qu'est-ce qu'on fait dans ces espaces-là pour avoir une posture inclusive? Donc, partir vraiment du micro, je pense que c'est super important, moi, quand on parle de posture inclusive. Donc, c'est peut-être le petit ajout que je voulais faire. Hum. Merci pour ça, Pascal. Je pense que ça nous amène une belle complémentarité dans l'échange, puis on arrive dans du concret. Bibiana, je ne sais pas ce que tu aurais le goût d'ajouter à notre première question. En fait, je voulais me poursuivre un peu avec ce qu'on avait discuté là, en préparation sur les leviers, les freins, parce que je ne veux pas non plus me répéter à cet égard-là, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez énoncées sur la posture inclusive. Donc, tu sais, je ne veux pas que ça se répète, mais globalement, comment je voyais aussi de pouvoir avoir cette perspective inclusive, c'est que ça se situe à différents niveaux, comme Jean-Charles l'a mentionné, à Pascal, tout d'abord, comme Pascal disait, le micro. Tu sais, le micro, l'individuel est central. Tu sais, peut-être que vous avez fait de nombreuses formations, ou peut-être juste une, où vous allez le faire, sur les biais inconscients, les préjugés. Je sais que des fois, les personnes sont un peu fatiguées à parler constamment de ça, mais ça reste que c'est essentiel d'avoir cette auto-réflexion. Où ce qui sont mes biais? Où ce que j'ai eu des propos ou des comportements qui sont problématiques? Pascal a notamment parlé des micro-agressions, puis je vais l'aborder tantôt, mais aussi quand je dis comment on communique de manière inclusive, comment tout le monde a cet espace de parole, de pouvoir s'exprimer, parce que Pascal aussi l'a énoncé, il y a tout type de personnes qui sont autour de la table, on a tout type de collègues. Jean-Charles parlait de l'humilité. C'est quoi l'humilité? On parle beaucoup d'écoute et d'empathie, mais des fois, c'est un peu dit un peu à la légère. Bon, on va écouter, on va être empathique, mais réellement, c'est, je dirais, dans cette auto-réflexion, c'est vous dire, moi, avec ma perspective, comment je peux être une personne à l'écoute? Comment je peux être une personne qui a de l'empathie? Peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont vu, je ne sais pas si mes collègues, mais vous avez vu Empathie? Le... je- Non, c'est une émission qui est super intéressante. J'ai terminé de la voir avant-hier et j'étais vraiment intriguée comment ils allaient aborder la question de l'empathie. Et si vous l'avez vu, à aucun moment dans les scripts, on aborde la question de l'empathie. On dit, alors l'empathie, c'est ça. C'est chaque personne déploie son empathie de manière différente. Et c'est beau à voir. Si vous ne l'avez pas vu, ça s'inscrit aussi dans le cadre du système de la santé. Donc, moi, ça m'a vraiment interpellée parce que chaque personne déploie son empathie très subtilement, à sa manière, avec sa personnalité. Donc, je trouvais que ça, c'était un beau lien à faire auprès de vous. On parle aussi du milieu organisationnel, tout ce qui est culture, climat, toutes les pratiques organisationnelles qui sont présentes. Politique RH, c'est important. Les relations de travail, souvent, on voit deux parties, on voit les syndicats, on voit les RH, mais n'oublions pas qu'au niveau des relations de travail, les syndicats ont toujours voulu le bien-être, ont défendu le droit des travailleurs et des travailleuses. Et bien que ça peut paraître complexe, ça ne l'est pas, c'est de comment avoir aussi, dans le cadre de nos conventions collectives, dans nos cadres de réunion,
comment on peut avoir cette perspective inclusive? Comment penser aussi aux mesures d'adaptation pour les personnes, les accommodements dans ces questions-là? On s'entend qu'on n'est pas toute une société qui est homogène. Il y a des personnes qui sont plus privilégiées, il y en a qui sont moins privilégiées, et il faut être capable de tenir ça en compte. Aussi, c'est de discuter puis de dire, ben voici les comportements qui sont permis et voici qu'est-ce que c'est pas permis dans le cadre de nos relations de travail. Puis bon, je ne vais pas m'étaler sur ça, mais c'est sûr que l'environnement, la situation géopolitique actuelle est assez complexe et ça a un impact assez lourd sur les individus, sur les organisations. Donc, effectivement, c'est un frein qui est important. Il y a beaucoup de remises en question. On dirait qu'on veut moins entendre les discriminations qui sont vécues. Donc, on peut dire que peut-être il y a un recul, il y en a qui disent que c'est une chance pour continuer à aller de l'avant, pour mener des changements, mais sinon, si on se repart, on recule à la genèse de l'EDI. Les discriminations ont toujours existé, mais si on regarde 2017-2018, c'est dans une impulsion du milieu universitaire qui était vraiment liée aux aspects légaux. Donc, si on veut vraiment aller avec les aspects légaux, je ne sais pas, puis je ne veux pas m'étaler là-dedans, mais vous savez que la loi 27 sur les risques psychosociaux a été mise à jour le 6 octobre dernier. Donc, les organisations qui ont 20 et plus employés doivent avoir un plan de prévention qui intègre les risques psychosociaux. Donc, oui, on parle de microagression, mais on parle de risques psychosociaux. Et les risques psychosociaux sont en lien avec la surcharge de travail, le manque de reconnaissance des supérieurs, mais aussi des pairs, le stress qui est important est aussi présent dans votre milieu, le harcèlement, les violences à caractère sexuel, la violence aussi qui s'opère à l'extérieur des milieux organisationnels, qui peut être la violence familiale, conjugale. On parle même dans la loi au droit à la déconnexion. Tu sais, depuis la COVID, on est très connecté, il faut toujours faut être très actif. Donc, ça, c'est des choses à tenir en compte parce que les risques psychosociaux sont importants et on peut s'appuyer en tant que personne, mais en tant aussi d'organisation sur cette loi parce que des fois, on a besoin de connaître nos droits et pouvoir s'appuyer sur ça. Donc voilà, je pense que j'aimerais m'étaler plus à ce niveau-là, mais je résumerai au niveau individuel, organisationnel et sociétal et qui implique aussi les aspects légaux. Merci, Bibiana. Puis je t'entends sur tu sais, on pourrait parler de plusieurs sujets qui vont toucher de près ou de loin le développement d'une posture inclusive dans les organisations, au niveau qu'on a mentionné, micro, au niveau organisationnel. Puis c'est dans ces rapports-là qu'on a intérêt justement à s'asseoir puis à réfléchir. Nous, on incite notre communauté à réfléchir à ce que ça signifie pour eux et elles en fonction de leur posture respective, justement ce développement d'une posture inclusive. Là, tout à l'heure, on parlait là, je prends des notes pendant que vous parlez, là, mais on parlait à la fois d'humilité, d'ouverture, de curiosité. Vous avez nommé bien sûr plus de choses que ça, mais je me questionne, Pascal, je me tourne vers toi. Tu sais, dans le fond, selon ton expérience ou selon ce qu'on vient de discuter, là, l'évolution vers une posture qui est véritablement inclusive, est-ce que finalement, ça passe par l'ajout de nouvelles compétences, par la transformation de repères ou par la transformation d'habitudes internes à un individu ou à une organisation? Je ne sais pas où tu verrais les leviers de bascule par rapport à ça. Oui, ben merci pour la question. Je trouve que c'est une question super intéressante et pertinente. Donc, je voulais peut-être parler un peu de mon expérience en tant que gestionnaire justement en équité, diversité, inclusion. Donc, avant de me consacrer à la recherche, j'ai aussi été gestionnaire pour une faculté de médecine. L'idée derrière le développement des programmes au tout début, c'est beaucoup axé sur les compétences interculturelles. Donc, il y a eu vraiment cette vague où on mettait beaucoup de formations en place pour le développement justement de compétences interculturelles, sensibilisation aussi culturelle, par exemple, avoir des journées pour honorer plusieurs cultures, donc partir à la découverte de l'autre.
Et de fil en aiguille, on s'est un peu rendu compte avec tous les bouleversements, tout ce qui est arrivé. Je pense par exemple à la mort de Joyce Echequan, qui a réveillé aussi les questions en lien avec le racisme systémique, George Floyd aussi, par exemple, qui fait qu'on a dû un peu revoir nos manières de justement réfléchir les formations pour voir à partir de là comment on peut développer des formations pour aider les gens aussi à comprendre les structures de marginalisation, les structures d'oppression et la question des inégalités aussi en milieu de travail. Donc, on s'est rendu compte que les formations qui étaient là n'étaient pas vraiment, outillaient pas en tout cas les gens pour maximiser leur compréhension finalement de c'est quoi une inégalité, comment ça se forme en milieu de travail, comment nos organisations finalement vont produire et reproduire ces systèmes d'inégalité. Et ça nous a amené justement à réfléchir à des questions plus en lien avec, par exemple, la sous-représentation. On sait qu'en médecine, si on regarde juste une classe d'étudiants en médecine, on voit que ça ne reflète pas, par exemple, la société québécoise, canadienne. Et on s'est dit à long terme, ça peut avoir aussi un impact sur la qualité des soins. Donc, il faut essayer de trouver des manières justement de faire en sorte que les barrières à l'entrée soient finalement réduites ou en tout cas enlevées complètement, peut-être un jour. Et pour faire ça, il faut sensibiliser, par exemple, les comités de recrutement. Il faut sensibiliser aussi les personnes qui vont prendre la décision d'admettre ou pas les étudiants. Donc, il y avait beaucoup de travail à faire en amont, je dirais, pour toute la question d'accessibilité. Alors, comment on fait pour rendre nos organisations finalement accessibles, donc enlever les barrières à l'entrée pour que les étudiants, dans ce cas-là, mais aussi quand on parle des milieux cliniques, il y avait aussi cette idée de se dire, OK, mais comment on fait pour avoir des processus de recrutement aussi qui sont inclusifs? Puis je peux donner peut-être un exemple de success story qu'on a eu, pas en faculté de médecine, mais avec une autre organisation que j'ai accompagnée. Donc, en fait, j'aidais pour le développement d'un programme de parrainage professionnel, donc pour les personnes immigrantes ayant moins de 5 ans d'expérience au Québec. Donc, l'idée, c'était de faire du mentorat, donc du jumelage, donc des personnes qui étaient très expérimentées au sein de l'organisation avec des personnes qui venaient d'arriver ou qui étaient quand même des immigrants récents, mais qui avaient quand même une certaine expérience de travail dans leur pays d'origine. Et on s'est rendu compte dans la première cohorte qu'on recevait beaucoup, beaucoup de CV, beaucoup de candidats qui postulaient. Mais il y avait une étape où on perdait presque la moitié ou peut-être même la totalité des candidats. C'était quand les candidats avaient passé des tests psychométriques. Donc, cette organisation avait pour habitude de faire passer des tests psychométriques à tous les employés, finalement, qui entraient dans l'organisation. C'était un peu une routine, une tradition de longue date. Et l'organisation était très attachée, si tu veux, à cette pratique-là. Mais on s'est rendu compte de fil en aiguille qu'il y avait des biais culturels dans les tests psychométriques. On est allé voir la recherche, on a fait nos devoirs et on s'est rendu compte que ça constituait finalement une barrière à l'entrée. Puis c'était pas une question de changer nos standards. Là, donc, parfois, les organisations ont peur de ça. Mais là, on va réduire nos standards de qualité très élevés, nos standards d'excellence. Mais on s'est rendu compte avec cette petite étude-là qu'en enlevant finalement les tests psychométriques, premièrement, on avait beaucoup plus de candidats et les candidats finalement qui étaient embauchés faisaient un travail extraordinaire et les personnes, les mentors par exemple, donnaient toujours des recommandations positives pour pouvoir les embaucher à long terme. Donc, on s'est rendu compte qu'une pratique organisationnelle auquel l'organisation était extrêmement attachée, qui était une tradition, si on veut, de comment nous, on construit l'excellence. On s'est rendu compte qu'en changeant, en modifiant cette pratique-là, ça avait un impact super important sur la manière dont on était capable finalement d'aller chercher des candidats issus des communautés culturelles, par exemple, ou dans ce cas-là, c'était des récents immigrants. Donc, c'est important en termes d'introspection. Donc, on parlait un petit peu de capacité d'introspection, de positionnement, mais ça se fait aussi à un niveau organisationnel. Nous, comme organisation, quel type de pratique empêche finalement de créer plus d'inclusion? Et quand on parle de pratiques, c'est des pratiques qui sont ancrées dans nos routines, parfois dans notre identité d'organisation. Nous, on fait ça comme ça ici. C'est souvent ça qu'on entend. Et comment on peut réfléchir à ces pratiques-là de manière très concrète, encore une fois, pour essayer non pas de diminuer nos standards organisationnels, mais de changer notre manière de penser, de concevoir
l'excellence au niveau de notre organisation. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui est très, très important. Puis par ce success story là, que je vous partage aujourd'hui, je me suis rendu compte que le changement de micro-pratique avait un impact vraiment très, très direct sur la manière de pouvoir bâtir, construire aussi de l'inclusion, puis lutter contre la sous-représentation, par exemple. Oui, j'entendais quelqu'un dans le background. Donc ça, c'est un exemple que je voulais vous partager, que je trouvais quand même très, très concret. Donc, la question du développement de compétences, oui, mais je pense qu'il faut élargir aussi comment on va sensibiliser les gens justement aux pratiques organisationnelles, comment on fait pour les décortiquer, pour les comprendre, pour les analyser, et comment on devient conscient aussi de notre positionnement et de quel rôle on a à jouer finalement dans toute cette dynamique-là. Parce que souvent, on a un peu le couvert de neutralité. Donc, moi, je suis neutre. Je me retire du débat. Je ne sais pas que les gens vont dire, ben, je ne sais pas que j'ai des mauvaises intentions ou quoi, mais tu sais, c'est pas que ça ne m'intéresse pas non plus, mais tu sais, je préfère rester neutre. Fait que c'est cette idée d'être neutre. Parfois aussi, ça peut nuire, je pense, là, à la manière dont on veut bâtir de l'inclusion. Parce que l'idée, c'est de participer à cet effort d'inclusion. Parce qu'on fait partie aussi de l'organisation, parce qu'on veut justement avoir un milieu de travail où tout le monde se sent bien de vivre ensemble. On veut bâtir une communauté finalement. Donc, c'est ce qu'on veut faire ultimement. Donc, voilà, pour ça. Et puis, je rebondis sur ce que tu viens de... Merci Pascal pour tout ça. Puis je rebondis sur ce que tu viens de nommer. Tu sais, on veut être neutre parce que je pense que la polarisation amène une certaine fatigue, certainement. Puis je pense que cette polarisation-là est lourde pour tous et toutes. Et il y a beaucoup d'associations implicites qui sont faites entre l'EDI et la polarisation. Par ailleurs, est-ce que ça existe vraiment la neutralité? Là, je lance une question rhétorique à laquelle je ne vous invite pas à répondre nécessairement, mais tu sais, la neutralité, est-ce que ça existe vraiment? Particulièrement au niveau organisationnel. Il y a souvent des prises de position qui vont être faites de façon consciente ou inconsciente. Quand on parle d'habitude, tantôt tu donnes des super bons exemples d'habitudes qu'on a, mais l'organisation a pris à un moment dans son développement une habitude ou une décision qui a un impact sur comment sont faites les choses. Ce n'est pas un impact qui est neutre nécessairement. Et donc, je trouve que ça me fait penser à ça. Puis, je vais me tourner vers les autres panélistes aussi pour vous inviter à renchérir. Là, est-ce que quand on parle d'inclusion, on parle de posture inclusive, on parle nécessairement d'un développement de compétences, d'un changement d'habitude? Je ne sais pas si vous aviez le goût de rebondir là-dessus, là, Jean-Charles, Bibiana. Ben, je Juste pense avant que... de peut-être juste ouais, noter qu'il y a Jessica qui a la ouais, main c'est levée. ça. Je ne sais pas si c'était en référence à Pascal ou s'il y avait un autre point que tu voulais faire, Jessica. Oui, ça, c'est juste pour faire suite. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Non, c'est juste, je trouve ça très intéressant, les commentaires de Pascal par rapport. J'ai comme l'impression qu'il y a une résistance au changement. Par exemple, quand ça fait longtemps que euh, les gestionnaires, l'organisation pratique d'une telle façon, puis quand c'est le temps de changer leur procédure, changer leur façon de faire, parce que ça crée comme il y a une résistance au changement. C'est comme la résistance au changement, c'est comme je pense que c'est comme inconfortable où les gestionnaires ne savent pas comment s'y prendre parce qu'ils ne veulent pas. Tu sais, je pense que, puis heureusement, je crois que les personnes ont besoin d'accompagnement, de soutien, d'accompagnement pour les aider dans ce changement de pratique. Parce que plus il va y avoir de la résistance au changement, plus il va y avoir des obstacles. Mettons qu'on veut avoir des mesures d'accommodement. Une personne qui va avoir des mesures d'accommodement dans une équipe, bien, si ça fait 20 ans que les personnes ne sont pas habituées, ils ne savent pas c'est quoi des accommodements, ils n'ont jamais donné d'accommodement, là, c'est sûr que pour eux autres, ça fait peur de changer leur manière de faire. Merci, Jessica, pour l'intervention. Est-ce que quelqu'un, Pascal, voudrais-tu rebondir ou je voyais peut-être un autre panéliste? Moi, je me retiens de rebondir.
Ben, je veux juste dire, c'est juste une très, très, très bonne remarque. Puis, dans l'accompagnement que je fais de certaines organisations, je me rends compte que les habitudes ont la vie dure, dans le sens que c'est difficile de se défaire des habitudes qu'on a acquis. Ben, comme tu l'as dit, Jessica, pendant plusieurs années, donc ça fait 20 ans qu'on fait la même chose. Puis là, tout d'un coup, il faut tout changer. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de résistance, effectivement, qui peut se manifester. Mais je pense qu'aussi, ben, tu l'as souligné, l'accompagnement devient important parce que c'est pas toujours rationnel. Donc, moi, ce que je me suis rendu compte, parfois, on arrivait avec vraiment des arguments béton pour dire, ben non, il faudrait changer parce que, bon, c'est très documenté dans la littérature scientifique, etc. Puis, on n'arrivait quand même pas à faire changer certaines pratiques parce que c'était pas rationnel. C'était très lié à un attachement vraiment à nos habitudes, nos manières de faire. Donc, ça demande beaucoup de travail. C'est pour ça que moi, je crois vraiment au changement sur le long terme, puis en plusieurs phases. Souvent, on veut tout changer tout d'un coup. En 6 mois, on veut devenir une organisation inclusive. Puis parfois, je remets un peu les pendules à l'heure pour dire, bien, ça va prendre peut-être plusieurs cycles de changement avant d'arriver au changement qu'on veut. Donc ça, je pense que c'est important de voir quand même ces stratégies-là sur le long terme. C'est sûr qu'on veut des résultats, on veut qu'il arrive des choses concrètes, mais en même temps, il faut se laisser la chance de défaire parfois certaines habitudes ou pratiques organisationnelles. Merci. Bibiana, Jean-Charles, aviez-vous autre chose que vous aimeriez rajouter? Vous êtes en sourdine, alors j'imagine que non. Je vois qu'on a une deuxième main levée. Oui, en fait, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, ok. Moi, c'est Riley Saint-Pierre. Je travaille au CIUS MCQ. La discussion m'amène à me poser une question. En fait, je me demande comment on fait comme employé du réseau pour adopter une posture plus inclusive quand le réseau lui-même n'est pas nécessairement inclusif de ses employés minorisés. Personnellement, je suis une personne trans. Je suis encore en combat pour que mon prénom choisi soit respecté par l'organisation. Fait que je me demande, dans ce genre de posture-là, comment les employés ont fait pour adopter une posture inclusive quand notre employeur ne l'est pas nécessairement. Merci pour la question. C'est une bonne question que je relance. Je me retiens j'ai aussi le goût de répondre. Bibiana, je te vois que tu t'enlèves ton micro. Je te lance la balle. Ben, merci pour votre partage tout d'abord. Puis, je dirais, c'est la complexité des grandes organisations. C'est tellement, déjà, le milieu de la santé est tellement complexe et je dirais même paradoxal, hein. C'est très paradoxal à certains niveaux, mais si on regarde avec des organisations plus grandes, je prends les universités peut-être parce que je suis plus familière, des situations comme elles comme celles que vous avez évoquées, sont très présentes. C'est très complexe. Donc, comment aller de l'avant dans une telle situation? Je vous dirais dans les bonnes pratiques, puis dans qu'est-ce qu'il faudrait faire, c'est de monter en haut, de sensibiliser l'organisation, de s'assurer que l'organisation a vraiment un positionnement sur les questions de lutte contre les discriminations, l'équité, la diversité et l'inclusion. Mais la réalité, comme on le voit dans les différents milieux organisationnels, aussi très bureaucratiques, c'est pas tout le temps ça qui se passe. Il y en a qui se positionnent, mais aussi, n'oubliez pas que la direction peut être éloignée aussi des réalités de certaines personnes. Donc, il n'y a pas, comme Christine l'a dit au début, là, une espèce de checklist de qu'est-ce qu'il y a à faire, mais je pense que c'est important de travailler avec les équipes, les petites équipes, donc les collègues, les pairs, avoir ces discussions-là qui sont inconfortables si on se sent à l'aise, parce que c'est pas parce qu'on est une personne qui vit de la marginalisation, qui vit des situations complexes, qu'on est prête à avoir ces discussions-là. Donc, nous, en tant que personne qui vit une situation difficile, on doit être capable d'évaluer, de dire, ben, est-ce que je veux avoir ces discussions-là? Et
comment je vais avoir ces discussions-là et comment je vais m'allier aussi à des personnes qui pourront m'appuyer. Donc, tu sais, Pascal, elle a abordé tout ce qui est soutien et accompagnement. Donc, c'est important d'offrir et d'aller chercher du mieux qu'on peut ce soutien et accompagnement. Et, si possible, avoir les discussions. J'ai vu dans d'autres organisations que moi aussi j'ai pu accompagner, des fois, c'est de rendre ça agréable. Tu sais, de rendre ça agréable. Comme je disais, bon, je ne veux pas mettre l'emphase, faire de la promotion pour cette émission-là, mais des fois, des espaces, si on a le temps de lecture, des espaces de visionnement à l'heure du midi, où ce qu'on présente le vécu de certaines personnes. Il y en a qui se rencontrent à l'heure du midi, puis disent, OK, ben on va regarder cette vidéo-là, évidemment, assez courte, puis ils ont une discussion sur ça. Donc, j'ai vu que ça l'aidait à dépersonnaliser à cet égard-là et de parler d'un personnage qui est par exemple, dans une émission et tout ça, et avoir la discussion, et ça fait passer des messages. Peut-être c'est non faisable dans vos contextes. Moi, je ne suis pas dans le milieu de la santé, mais il faut trouver des manières comme novatrices de comment passer des messages et comment aborder ces inconforts-là au lieu de tout le temps être la personne qui va dire, ben moi, je vis tels enjeux. C'est fatigant. Il y a aussi l'épuisement des personnes qui doivent se battre constamment pour leurs droits, pour faire valoir ben, qu'est-ce qu'on a droit pour la fatigue d'arriver à un certain point où on est épuisé, hein? Donc peut-être des idées, je ne les ai pas toutes, mais j'ai vu que dans certaines organisations, dans des milieux aussi très performants, c'était quelque chose qui a pu fonctionner à un petit niveau. Merci pour ça, Bibiana. C'est intéressant d'avoir une autre perspective. Puis j'avais levé ma main, je la baisse. Je prendrais peut-être la parole pour répondre aussi partiellement. Puis évidemment, Jean-Charles, Pascal, vous êtes les bienvenus. Là, vous pouvez enlever vos micros, prendre la parole. Pour dire, tu sais, comme le disait tout à l'heure Pascal, les changements qui sont induits par une réflexion sur l'importance de l'inclusion et de l'équité vont se faire dans le temps. On parle de changement de culture organisationnelle et ça, c'est très long. Si on veut que ça soit tressé, moi, c'est comme ça que je l'explique, tressé dans tous les lieux de l'organisation, tant pour les personnes employées que pour les personnes usagères. C'est sûr qu'il faut s'attendre à ce que les enjeux qui sont plus récents, dont celui que vous avez, Riley, rapporté, sont des réalités auxquelles un milieu qui est par exemple, le réseau de la santé et des services sociaux qui existe depuis longtemps. Là, on parlait de changement tout à l'heure. Jessica disait, des fois, on est résistant au changement. Le réseau a vécu beaucoup de changements dans sa vie de réseau, puis ça amène aussi une fatigue du changement chez les acteurs du réseau. Et donc, il y a ces parallèles-là à faire. Un réseau existant qui doit s'ajuster aux nouvelles réalités sociales importantes qui ont changé depuis 25 ans. Et on a donc des habitudes organisationnelles et individuelles qui sont prises. Et il va falloir voir comment on tresse dans notre culture organisationnelle plus d'équité et d'inclusion. Et ça devient un geste conscient. Puis des fois, moi, j'utilise la métaphore c'est comme un rocher qui déboule, j'ai le mot en anglais, là, un rocher qui déboule la montagne. On sait dans l'approche systémique que ça prend plus d'énergie rediriger des efforts organisationnels qu'en créer des nouveaux. Mais là, on est comme dans un cycle de vie d'une organisation ou d'un réseau de santé et services sociaux où on doit rediriger l'action. On ne doit pas juste créer quelque chose de nouveau, on doit refaire des nouveaux réflexes, refaire des nouvelles façons ou se redonner des nouvelles habitudes pour reprendre un peu ce que Pascal nommait tantôt. Fait que c'est un petit peu plus énergivore. Puis là, on est dans une transformation aussi. Fait que c'est sûr que je dis pas que c'est le fun que ça prenne du temps ou que c'est une bonne réponse, là. Je dis juste que, tu sais, des fois, on voudrait que ça soit plus rapide, puis oups, on arrive dans un peu un point de tension où la grande organisation ne répond pas de façon aussi agile que souhaité aux besoins de ces personnes employées puis de ces personnes usagères. Parce qu'il y a un lien à faire aussi parce qu'on a des personnes usagères qui vont vivre la marginalisation en fonction de leur identité sociale. Comment on s'assure que ça ne se passe pas pour qu'on donne, on parle d'équité en santé, là, pour qu'on donne les bons soins à la bonne personne au bon moment. Moi, je voulais peut-être juste ajouter
que moi, je crois beaucoup au mouvement grassroots, là, qu'on dit, donc qui part de la base vers le Ouais. sommet, parce que souvent, la DEI, c'est aussi vu comme top-down, donc ça veut dire que c'est la direction qui impose ses vues EDI sur les employés. Puis après, c'est intéressant quand même d'avoir des mouvements qui partent des employés pour informer la direction, ben, c'est quoi nos insatisfactions, c'est quoi les besoins de certaines communautés. Moi, je suis assez activiste quand même comme personne quand je suis dans une organisation, donc j'essaye quand même de faire des initiatives pour montrer un peu aussi à la haute gestion, ben, c'est quoi mes besoins en tant que, par exemple, femme noire d'origine haïtienne. Donc, pour faire un peu la promotion de mon micro-programme, donc ça a été aussi une aventure où souvent les autorités vont dire, mais pourquoi on a besoin d'un programme qui parle des communautés noires spécifiquement? Pourquoi un programme comme celui-là? Pourquoi votre communauté, etc. Donc, il y a parfois une remise en question aussi de nos besoins, de ce qu'on voudrait faire au niveau de l'organisation. Puis je pense que c'est important parfois de tenir son bout, en tout cas dans mon cas, quand même de tenir son bout. Donc nous, on a fait un projet de mobilisation de connaissances pour être capable de dire, ben voilà un petit peu la réalité des communautés noires à Montréal, puis pourquoi ce serait important d'avoir un programme universitaire qui en parle. Et de fil en aiguille, bon, on a un peu gagné notre cause, mais ça a été un long combat. Donc, je pense que c'est quand même cette idée de se dire, effectivement, peut-être l'organisation au niveau top-down n'est pas 100% inclusive, mais comment je peux, de mon positionnement, euh, agir, faire quelque chose de concret pour changer les choses, pas du jour au lendemain, malheureusement, mais il y a quand même une mobilisation à faire, je pense, qui part des employés. C'est quand même important de dire, ben voilà ce qu'on a besoin, voilà ce que j'ai besoin. Donc, bref, un petit mot pour dire que je pense que les mouvements grassroots aussi sont importants dans les organisations. Je ne pense pas que le DI peut être juste top-down. Voilà. Merci Pascal. Puis là, je vois que je me souviens que Jean-Charles va bientôt nous quitter. J'étais curieuse, Jean-Charles, que tu nous. Je ne sais pas si tu avais une petite minute additionnelle pour nous parce on voulait parler avec toi un peu aussi du travail de Sherpa dans tout ça, du travail de Sherpa pour lequel le vivre ensemble là, et la question du vivre ensemble dans la diversité est un enjeu central là, dans ce que vous faites. Quels outils ou quelles approches privilégier pour accompagner efficacement les organisations et les communautés dans le développement de cette posture inclusive-là? On n'aura peut-être pas le temps, on n'aura pas le temps de tout couvrir, mais t'avais-tu un petit mot ou est-ce que tu pourrais nous pister sur quelque chose avant de nous quitter? Je peux essayer, puis c'est super intéressant comme discussion. Je ne vais pas la faire dévier, mais je Oui, pense que c'est en lien de toute façon. Je trouve ça super oui. intéressant, toute la question de comment on peut briser les habitudes aussi et tout. Mais bref, c'est vraiment une super discussion. Et Sherpa, il y a une diversité d'approches. Je ne vais pas résumer ce que mes collègues font et que d'autres font, mais nous, ce qu'on travaille beaucoup présentement, entre autres la petite équipe de formation, l'approche de humilité culturelle qui est pas nouvelle, hein, qui a été développée à la fin des années 1990 par c'était Mélanie Tervalon et John Murray Garcia, entre autres, là, qui ont travaillé là-dessus, mais qui permet de s'éloigner de l'idée, disons, traditionnelle les cultures, tu parlais tantôt, compétences interculturelles, Pascal, je pense que ça parle beaucoup à ce besoin-là. Souvent, les gens arrivent et disent, ah, je ne sais pas quoi faire dans telle situation, je cherche de nouvelles compétences. Mais c'est un peu pour nous éloigner de cette idée-là que la culture peut être l'objet de savoir et de compétences classiques, si on veut. Puis c'est davantage dans le développement d'une posture d'humilité, d'apprentissage continu, finalement. Fait que c'est intéressant parce que ça te déplace un peu de la compétence qu'on est habitué de développer peut-être dans nos formations vers davantage quelque chose qui est à apprendre toujours, puisque ça permet de travailler, entre autres, c'est défaire la posture d'expert, d'experte qui souvent, en tant que professionnel, on a envie on incarne parce qu'on l'a appris comme ça, puis on est supposé travailler comme ça. Puis ça nous dit, bon, finalement, on est là pour apprendre des gens qu'on rencontre, qu'on accompagne, qu'on soigne sur leur propre situation, puis ça nous oblige à questionner un peu nos a priori aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. Ça nous oblige aussi à réfléchir sur notre
positionnement. Tantôt, on parlait des rapports de pouvoir et tout, sur notre positionnement dans la relation aussi, avec humilité, dire qu'est-ce que je représente, qu'est-ce que j'apporte, puis à quel point ça me permet ou non de comprendre finalement la personne que j'accompagne dans ses soins ou dans ses services, etc. Donc, on travaille beaucoup avec ça. C'est super intéressant parce que ça déplace justement du développement de nouvelles compétences à venir interroger qu'est-ce qu'on fait déjà, c'est quoi nos habitudes, c'est quoi nos manières de faire habituelles, si on veut, qui peuvent peut-être causer des frictions, des choses comme ça. On travaille beaucoup aussi avec approche interculturelle critique qui ont été, entre autres, ça a été forgé, ça existe depuis longtemps, en fait, mais ça a été renommé comme ça par, entre autres, Liliane Rachidi puis Bouchra Taïbi, pour, en fait, réintroduire dans les questionnements sur la culture tout ce qui est approche anti-oppressive, antiraciste, approche féministe, intersectionnelle, etc. On essaie de travailler avec ça pour complexifier les questionnements autour de questions qui nous arrivent parfois de manière un peu simplifiée. On essaie de complexifier ça avec les gens, on les accompagne dans la réflexion là-dessus. Puis après, ça donne place à plein de petits outils de questionnement un peu plus spécifiques pour différentes situations, en particulier pour les jeunes et les familles, par exemple, accompagnement des jeunes et les familles, par immigrants, personnes qui prennent soin d'un proche, des choses comme ça. Donc, c'est de travailler après ça avec ces questionnements-là, puis voir comment sur le terrain, ça peut atterrir autour de différents thèmes. Merci Jean-Charles pour tout ça. Je sais qu'on t'a forcé un peu à aller vite parce que tu vas nous quitter. Oui, je vous remercie. Je vais aller rejoindre mon livre en bas, mais ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Bonne Merci suite de beaucoup, discussion. Jean-Charles. Je sais qu'il nous reste quelques minutes. Là. J'inviterai les gens, là, si vous avez des questions ou des réflexions à nous partager, il n'est pas trop tard. Il nous reste quelques minutes pour clore, le discuter et comprendre. Je me tourne vers vous, donc Bibiana et Pascal, pour continuer l'échange. Je ne sais pas si on veut déjà se donner un peu de perspective puis essayer de prendre déjà une réflexion finale parce que le temps va nous filer entre les doigts. Là, il est 12h55 et puis les gens doivent transitionner vers l'après-midi. Tu sais, quand on parle de développement d'une posture inclusive, on a dit beaucoup de choses aujourd'hui. Oh, je vois qu'Yannick qui a levé la main, puis on aime ça discuter avec le public. Est-ce que c'est correct qu'avant qu'on fasse le mot de la fin, Pascal et Bibiana, Yannick, je te donnerai le micro. Je vais peut-être vous inviter à vous prononcer sur une question maintenant, mais il y a une chose qui ressort vraiment principalement de mes travaux de recherche sur la question, c'est que une posture inclusive en tant que telle, ça n'existe pas. C'est comme l'empowerment, tu sais, qu'on en parle souvent, puis c'est très brasser à toutes les sauces, puis c'est un peu comme si on implique avec l'empowerment que je peux empower les gens, que je peux empowerer mes usagers, mes patients avec qui je travaille, mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut contribuer à réunir les conditions pour que la personne développe son pouvoir d'agir. Fait que je fais un peu parallèle, mais c'est parce que je trouve qu'il est très appliqué. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut réunir les conditions pour que les gens développent leur inclusivité. On peut développer on peut réunir des conditions organisationnelles pour que les organisations développent leur inclusivité. Fait que, tu sais, ce que j'apporte, c'est une réflexion de longue date que j'ai. C'est que quand on parle de DI ou DEIA ou peu importe, on pèse beaucoup sur le fait qu'il faut se méfier des cases à cocher. La posture inclusive, quant à moi, c'est aussi une case à cocher de laquelle il faut se méfier parce que on n'aura jamais fini le travail. Tu sais, on pourrait jamais dire est-ce qu'on a une posture inclusive chez nous? Oui, c'est fait, on passe à autre chose. Posture inclusive, c'est un travail de tous les jours. Puis ça passe dans la posture, justement, pour moi, une posture plus inclusive, c'est justement une posture où on accepte de continuer à en apprendre, puis je reprends le mot parce qu'on a beaucoup utilisé au début, on a cette humilité-là d'admettre qu'on n'est pas parfait, qu'on ne saura jamais, mais qu'on a la volonté de tendre davantage vers une inclusion. Fait que, est-ce que nos panélistes restants sont d'accord avec moi? Est-ce que vous aimeriez nuancer un peu ce rapport?
Je m'excuse, Christine, je passe peut-être un peu. Si toi, tu avais peut-être d'autres questions aussi, C'est je vous parfait. laisse tous adresser la suite comme il vous apparaît pertinent. Merci, Yannick. Si je peux rebondir. Allô, Yannick? Euh, donc, en fait, je pense, en grosse partie d'accord avec toi. Quand on parle d'inclusion, EDI, c'est comme tu dis, la même sauce, je ne sais pas comment tu as dit, le même drink et tout ça. Et ça devient, pour moi aussi, des fois vide de sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis c'est quoi les conditions aussi pour être une personne inclusive? Et je me questionne aussi comment en tant qu'équipe, on fait tout ce travail-là. Je ne sais pas pour vous dans le système de la santé, mais je pense qu'il y a tellement de roulement de personnel, donc on intègre constamment des personnes dans son équipe et c'est comme si en partie le travail devait se faire. Fait que je suis d'accord avec toi qu'il faut des conditions, mais aussi des espèces de règles, sans que ça soit une checklist. Mais voici vous intégrez l'équipe ou voici, chers collègues, donc, euh, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Voici nos règles de fonctionnement. Puis, ben, c'est sûr qu'on va accueillir cette personne-là. Et il faut, je pense, aussi accompagner. Je reviens sur l'accompagnement que Pascal l'a dit. Et comment outiller? Parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas comment être inclusifs. Donc, c'est ça. Et donc, il faut donner des exemples, il faut dire que ceci est permis, ceci n'est pas permis à chaque fois qu'une nouvelle personne arrive dans l'équipe. Mais c'était juste pour, je ne sais pas, Pascal, j'imagine, tu as quelque chose à Oui, rajouter. peut-être, je vois qu'on arrive à la fin, mais peut-être dire qu'effectivement, la posture inclusive, c'est tendre vers un idéal d'inclusion. Donc, c'est sûr qu'on tend vers l'idéal qu'on veut atteindre, mais qu'il y a toujours du travail à faire entre la réalité, donc ce qu'on vit au quotidien dans notre organisation, dans nos relations avec les autres, et l'idéal qu'on veut atteindre. Mais l'écart entre les deux, c'est un peu les pratiques quotidiennes qu'il faut faire pour tendre vers cet idéal d'organisation, vers ce vivre ensemble qu'on aimerait finalement avoir. Mais comme tu dis, ça prend vraiment une conscience de soi au quotidien, une conscience de qu'est-ce que je fais de mes pratiques et d'où je veux aller. D'où l'important, je pense, de se mettre des objectifs aussi en termes d'inclusion. Cette année, qu'est-ce que j'aimerais faire pour être plus inclusif, etc. Donc, personnellement, puis en tant qu'organisation aussi. Donc, je pense que je terminerai avec ça. Merci. Merci pour la question, Yannick. Merci à nos panélistes. Vraiment, je suis très reconnaissante. Moi, je vais prendre quand même une 30 secondes, Yannick, pour te dire que je pense que, pour rebondir sur ce que tu viens de nommer, parce que c'est intéressant, puis merci pour ta perspective, qu'il demeure que on a du travail à faire tous et toutes, et les organisations et les individus sur notre disposition intérieure. Comment j'arrive, comment je navigue des espaces où il y a des gens semblables et différents ou des identités sociales et différentes à moi. Puis c'est super intéressant de vous entendre aujourd'hui. Et merci pour les interventions des personnes participantes. Merci pour nos panélistes, votre présence, votre insight, très, 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 très apprécié. Merci à l'équipe aussi pour votre soutien. Bonne journée à toutes et à tous. On se retrouve le mois prochain. Bonne fin de journée. Merci tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Christine. Merci, Viviana. Merci, Pascal. Merci.